Parmi les accidents que l'on peut rencontrer au cours de nos activités sous-marines, il y a les œdèmes pulmonaires d'immersion. Cette première vidéo a pour but de présenter ce qu'est un œdème pulmonaire en général. Alors, qu'est-ce qu'un œdème pulmonaire? C'est une situation pathologique dans laquelle il y a une accumulation brutale de liquide dans les poumons. Certains parlent de noyade de l'intérieur. Plus précisément, ce sont les vaisseaux de la circulation pulmonaire qui fuitent et laissent passer le liquide transporté dans les alvéoles pulmonaires. Ceci va gêner les échanges gazeux et va, pour le sujet concerné, créer une gêne respiratoire, voire une difficulté respiratoire. Et si c'est important, cela peut donner lieu à des malaises et à l'extrême un arrêt cardio-circulatoire. Alors, comment se produit un œdème pulmonaire? Pour bien le comprendre, je vous propose quelques rappels de physiologie. D'abord, l'organisation des voies respiratoires et la circulation de l'air dans l'organisme. Il entre par l'inspiration, donc par le nez, ou chez le plongeur qui a un détendeur en bouche, le nageur qui a un tuba en bouche, par la bouche donc. Cet air va passer dans le pharynx et de là va aller dans le larynx. Alors, il y a ce petit cartilage qu'on appelle l'épiglotte qui sert à faire l'aiguillage entre les voies digestives et les voies aériennes. Notre air qui est passé dans le larynx descend ensuite dans la trachée et à l'entrée dans les poumons, la trachée se divise en deux bronches souches. Chacune de ces bronches souches va se diviser en bronches un peu plus petites qui elles-mêmes continuent de se diviser. Il y a en tout 22 divisions pour aboutir à des conduits tout petits qui sont les bronchioles, puis les conduits alvéolaires et au bout les alvéoles pulmonaires. Alors, ces divisions successives ont un gros avantage, c'est qu'en rencontrant des tuyaux de plus en plus petits, ce flux d'air est considérablement ralenti. Deuxième avantage, c'est qu'au bout de 300 à 400 millions d'alvéoles que comporte un poumon humain adulte, offre une très grande surface d'échange. Donc ça, c'est intéressant pour nos échanges gazeux. Ici, un moulage du poumon. Donc à gauche, ces voies aériennes. Vous voyez, on parle d'arbre bronchique. Effectivement, c'est un arbre qui est très touffu. À droite, on a représenté en plus les voies circulatoires qui ont cette même organisation en division en tuyaux de plus en plus petits pour permettre également cette grande surface d'échange. Au niveau de la circulation, comme vous savez, nous avons deux circulations. Il y a d'abord la grande circulation. On va la faire partir du cœur gauche. Alors en général, on représente sur ces schémas-là un individu en face de nous. Donc la gauche est à droite, la droite est à gauche. Donc on va partir du cœur gauche, du ventricule gauche, de ce ventricule gauche par une très grosse artère que l'on appelle l'aorte. Alors en fait, elle part devant, puis au-dessus et derrière notre cœur, d'où cette représentation-là. Cette aorte va donner naissance à un certain nombre d'artères plus petites, et puis ce système artériel va se diviser successivement en artères de plus en plus petites, puis en artérioles, et au bout, en petits capillaires. Là, nos capillaires vont délivrer l'oxygène qu'ils transportent à l'organisme, et en retour, il va récupérer le gaz carbonique produit par le travail des cellules de l'organisme. Donc, le sang qui repart par là est appauvri en oxygène et enrichi en gaz carbonique. Il est un petit peu plus foncé dans la réalité et généralement on le représente en bleu. Nos capillaires vont fusionner en petites vénules, puis en petites veines et en veines de plus en plus grosses qui vont ensuite se jeter dans le cœur droit, l'oreillette droite plus précisément. Donc notre grande circulation qui va donc partir du ventricule gauche, alimenter l'organisme en oxygène et prendre le gaz carbonique produit et aller jusqu'à l'oreillette droite. C'est la grande circulation, elle a une fonction nutritive pour l'organisme. La deuxième circulation, on l'appelle la petite circulation ou la circulation pulmonaire. Elle part du coup du ventricule droit, où circule donc le sang qui vient de l'oreillette droite, qui est riche en gaz carbonique et relativement pauvre en oxygène. Ce ventricule droit va envoyer ce sang par l'artère pulmonaire, qui va se diviser en artères, en deux artères pulmonaires, puis en artères de plus en plus petites, pour aboutir des artérioles et des capillaires et rencontrer les voies aériennes.
À ce niveau-là, ce sang riche en gaz carbonique va relarguer cet excès de gaz carbonique dans les alvéoles et ça va donc représenter l'air que l'on expire. Et nos alvéoles vont en retour donner l'oxygène de l'air que l'on a inspiré dans le sang. Donc le sang qui part des poumons est riche en oxygène, est appauvri en gaz carbonique. Il retourne dans l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche pour alimenter l'organisme via la grande circulation. Donc notre petite circulation, notre circulation pulmonaire a pour but finalement de se dégager du gaz carbonique qui est le déchet produit par l'organisme et de recharger le sang en oxygène au niveau des poumons. Au centre de tout ceci, donc cette petite circulation et des voies aériennes, il y a cette barrière alvéolo-capillaire qui est une barrière gaz-sang finalement. D'un côté, la partie alvéolaire, donc nos alvéoles qui ont une paroi très fine. On voit ici représenter les conduits alvéolaires et toutes ces petites alvéoles autour. La paroi, elle est tapissée en grande majorité par des petites cellules qui sont très fines et très plates, qu'on appelle les pneumocytes de type 1. Il y a quelques cellules qui ont des noyaux plus gros, qui sont plus grosses, qui sont les pneumocytes de type 2. Ces pneumocytes de type 2 sécrètent notamment le surfactant, qui est cette espèce de film ou de gel qui tapisse les alvéoles pour diminuer la tension de surface. Ils peuvent aussi aider à la réparation des pneumocytes de type 1 lorsqu'ils sont abîmés. De l'autre côté, les capillaires, donc ce sont des vaisseaux qui sont très petits, il y a juste la place pour que les cellules sanguines circulent et qui ont aussi une paroi très fine. Vous voyez un peu l'échelle ici, ça fait 10 microns, donc c'est un capillaire, ça fait moins de 10 microns. Il y a juste la place pour que les cellules circulent et vous voyez par endroits, la barrière alvéolo-capillaire est vraiment très très fine. Dans ces endroits les plus fins, elle fait à peu près 0,2 à 0,4 microns d'épaisseur. Alors qu'est-ce qu'il y a à ces endroits-là? Eh bien, il y a la couche épithéliale qui tapisse l'alvéole, l'endothélium qui tapisse le capillaire, et au milieu, pas grand-chose. C'est ce que l'on appelle la membrane basale, une petite membrane de collagène, qui est un collagène spécifique de cette circulation-là, qui donne la résistance à cette barrière alvéolo-capillaire. Alors ici, on voit un globule rouge dans le capillaire, et ça, c'est le noyau de notre cellule endothéliale. À des endroits, c'est un petit peu plus épais. Ici, c'est le milieu interstitiel dans lequel il y a les fibres de soutien qui donnent un peu sa consistance aux poumons. Et puis, il y a également des cellules de défense de notre organisme qui se trouvent aussi par là. Donc, notre barrière alvéolo-capillaire, vous voyez, par endroits, elle est très fine. C'est très pratique pour laisser passer les gaz. Et elle a des propriétés particulières pour quand même résister et ne pas rompre dès qu'il y a une variation de pression dans l'environnement. Schématiquement, voilà, donc notre capillaire, nos alvéoles, qui délivrent l'oxygène de l'air dans le sang, prennent le gaz carbonique, et donc dans notre capillaire circule un liquide, le sang. Et donc il va exercer une pression dans le tuyau, c'est ce que l'on appelle la pression hydrostatique. Avec cette pression, il a quand même un petit peu envie de sortir du vaisseau. En pratique, il y en a un petit peu qui sort en permanence. Ça ne pose pas de problème, il ne s'accumule pas parce qu'il y a un petit réseau à côté, qui est le réseau lymphatique, qui sert un petit peu d'égoutier pour l'organisme. Donc il va récupérer ce liquide qui sort et se charger de son évacuation par son propre réseau lymphatique. Alors si on augmente brutalement la pression hydrostatique, la pression de ce liquide dans les capillaires, ou bien si on abîme la barrière alvéolo-capillaire, notre barrière alvéolo-capillaire, elle sera moins perméable, elle laissera passer davantage de fluide. Et ça peut dépasser les capacités de captation, les capacités d'égoutier de notre réseau lymphatique. Dans ces cas-là, ce liquide va s'accumuler autour, voire aller dans les alvéoles.
Et là, on aura un œdème pulmonaire qui va concrètement se passer par des échanges gazeux qui ne peuvent plus se produire. Donc, ça va donner une gêne respiratoire, donc un essoufflement, une toux qui est volontiers productive, qui peut donner des petits crachats un petit peu rosés, comme s'il y avait du sang dedans, et de fait, c'est ce qu'il y a. Alors, un œdème pulmonaire, on en parle dans nos activités en immersion, mais on le rencontre aussi dans d'autres situations. Par exemple, lorsque la pompe en aval de ces vaisseaux est fatiguée, c'est l'insuffisance cardiaque. À ce moment-là, si la pompe ne pompe pas assez, ça va s'accumuler en amont et augmenter notre pression hydrostatique. Ça peut se rencontrer aussi si, par exemple, on inhale des fumées toxiques qui vont abîmer directement notre paroi alvéolaire. Et puis dans des situations environnementales particulières. Donc nous, on connaît l'immersion, mais en haute altitude, également, il peut y avoir des œdèmes pulmonaires que l'on appelle de la haute altitude. La prochaine fois, donc, on verra les effets spécifiques de l'immersion.